Bonjour à tous. Donc, je voulais juste d'abord faire juste deux, trois commentaires par rapport à la présentation qui a eu lieu juste là. Euh, et parce que ça fera une excellente transition par rapport à ce que je veux dire. Donc, la question était vraiment sur le libéralisme et être libéral dans le monde actuel. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un certain effort à faire. Il y a quand même un certain effort intellectuel qui est peut-être pas tout à fait nécessaire pour être socialiste, parce qu'on est dans le domaine de l'émotion beaucoup dans le cas du socialisme, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier le fait qu'on en parlait à la pause, que le libéralisme, disons, est un peu minoritaire, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus, mais aujourd'hui, tout le monde naît socialiste. Là, je parle socialiste dans le sens où on dit que Keynes est socialiste, etc. Je ne parle pas de socialiste de l'avant-guerre où l'État était en contrôle des moyens de production. Je parle d'un socialisme comme on peut dire que Keynes est socialiste, ou même, par exemple, François Hollande est socialiste, etc. Même si, voilà. Donc, donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une difficulté à devenir libéral puisqu'on est socialiste. Donc, même dans le cas où on peut avoir des parents libéraux, ce fut mon cas, c'est mon cas, on est submergé évidemment en permanence depuis un très jeune âge avec des messages qui sont plus ou moins socialistes, même s'ils ne sont pas exprimés de cette manière, depuis le CP jusqu'à l'université, et donc évidemment par les amis, par les parents, ou les parents des amis, etc. Donc les médias, donc effectivement c'est très difficile de devenir libéral dans un tel contexte. Donc effectivement, il y a une difficulté, peut-être une légère difficulté intellectuelle, mais il ne faut pas quand même négliger le fait que les adolescents sont tout à fait capables d'accepter ou de comprendre des idées théoriques, des idées complexes, parfois même mieux que certains adultes, que beaucoup d'adultes, parce qu'ils ont, disons, ils ont une table rase, quoi. On est devant une feuille blanche avec une capacité intellectuelle. Et donc, je pense qu'on aura un sujet d'éducation après le déjeuner. Mais je pense que ça, c'est une question très importante. Et, et donc, donc, en fait, le troisième point que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de... La question de définition est extrêmement importante. Juste il y a 2 jours, je parlais avec un ami qui est très voilà, qui publie, qui fait des interventions sur YouTube avec des centaines de milliers de vues. Et il me dit, mais Phil, mais comment tu peux être libéral, ou pourquoi tu supportes le libéralisme? Mais regarde ce que le libéralisme crée avec toute cette oligarchie mondiale qui essaye de nous contrôler. Donc effectivement, il y a un vrai problème de définition. C'est-à-dire que nous, quand on parle de libéral ou quand on parle de libéralisme, on ne comprend pas du tout la même chose que ces personnes-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment, d'abord, pour discuter avec ces personnes, et ça, c'est vraiment, c'est pas spécifique à ce débat politique, c'est d'une manière générale. Quand tu discutes avec quelqu'un, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes, que veulent dire les termes qu'on utilise. Quand on utilise le mot liberté, que veut-on dire? Parce qu'il y a 1000 et 1000 définitions de la liberté. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ce que je voulais faire, c'est que déjà, je voulais reprendre un petit peu la définition de liberté qu'ont eu certains grands penseurs dans le domaine libéral ou dans le domaine de la science politique de manière générale, ou de la philosophie politique. Et même en regardant ces auteurs, que la plupart vous connaissez très très bien, on voit qu'il y a des définitions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui sont même contradictoires au sein d'un même penseur. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde uniquement, si on essaie de chercher quelle est la définition de liberté chez ces penseurs, souvent, on n'arrive pas vraiment à trouver cette définition. Elle est tout le temps implicite. Ce n'est qu'au XXe siècle que les penseurs ont compris peut-être l'importance de la liberté, du concept de liberté, parce que même quand on regarde, par exemple, Bastiat, il y a peu de fois où réellement il dit « la liberté, c'est ceci ». C'est rare. Donc là, je me suis focalisé un petit peu sur comment ces penseurs définissent la liberté quand ils en parlent. Donc ils en parlent souvent, à quelques reprises dans toutes leurs œuvres.
Et donc la première citation que je voulais faire, c'est justement Bruno Leoni, qui par hasard a été cité également par Serge Schweitzer. Donc j'apprécie beaucoup Bruno Leoni. Il a une œuvre qui est très intéressante qui s'appelle donc Freedom and the Law, donc la liberté et la loi. Donc Leoni était donc professeur de droit à l'université de Turin dans les années 60, et il était spécialisé en droit romain, mais qu'il approchait d'une manière d'un libéral classique. Donc c'est assez intéressant. Et donc lui, il disait effectivement qu'au cours des 100 dernières années, le mot liberté semble avoir commencé à flotter sans ancrage. C'est-à-dire que parmi tous les différents penseurs que nous avons, il n'y a pas vraiment de définition claire. Et donc, ce que je propose, c'est que d'abord, on va revoir rapidement ces quelques définitions, et ensuite, on va essayer de se mettre d'accord. En tout cas, moi, je vais vous présenter, je vais vous faire une proposition, comment voir la liberté, pourquoi la liberté politique est clé, et ensuite définir effectivement la liberté politique. Donc, regardons un petit peu cela. Donc, on peut commencer, on ne va pas commencer avec les Grecs, mais on va commencer avec Hobbes et Locke. Donc, ils commencent déjà dans leurs œuvres à indiquer leur position que l'homme est libre dans la nature. Ensuite, Locke, il dit, lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Donc on voit déjà qu'il y a quelque part une certaine contradiction, parce que l'homme est libre dans la nature, mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Donc chez Locke, il faut avoir donc, une société civile. La liberté, c'est la liberté de toute contrainte et de toute violence de la part d'autrui. En même temps, Hobbes, il dit que la liberté, effectivement, existe dans la nature, mais à quoi sert cette liberté? Puisque, dans les mots de Hobbes, il dit nasty, brutish and short, la vie dans la nature, c'est-à-dire très courte, très brutale. Donc, cette liberté-là, on n'en veut pas. On veut une autre liberté. Donc, Hobbes, c'est plus donc, échanger cette liberté-là. On échange une partie de la liberté pour la sécurité. Et, mais donc néanmoins, on perçoit peut-être qu'il y a une certaine contradiction chez eux. C'est parce qu'ils n'ont pas forcément défini correctement, ils n'ont pas défini le terme liberté. C'est pour ça que la liberté dans la nature est évidemment tout autre, à un autre niveau que la liberté dont ils parlent ici. Mais ils utilisent le même terme. Et donc c'est ça qui prête un petit peu à confusion. Donc la société civile est une condition sine qua non de la liberté. Donc ils mettent beaucoup l'accent sur la coutume, la tradition, un petit peu comme Hayek aussi. The rule of law, donc l'état de droit qui nous permet d'être libres, mais il faut obéir ces lois. Donc évidemment, là, on ne met pas en question du tout, disons, la légitimité de l'État à instaurer ou implémenter ces lois. Donc Rousseau, évidemment, il vient dans la lignée de ces penseurs anglais, donc on reconnaît déjà chez ces penseurs, disons, l'idée de Rousseau, mais on va un peu plus loin quand même dans Rousseau. Pour les libéraux, je pense que Rousseau est quand même assez dangereux, parce que, donc, là, dans le contrat social, on renonce volontairement à la liberté afin d'obtenir la sécurité sous protection d'une autorité légitime. Donc c'est le législateur légitime, c'est-à-dire le peuple a voté, donc il introduit le concept donc, qu'il faut voter. Mais pour Rousseau, l'homme est libre uniquement quand il vote. Il prend l'exemple, à l'époque en France on ne votait pas, mais il prend l'exemple de l'Angleterre. Il dit non, ne croyez pas que les Anglais sont libres. Hein. Ils sont libres uniquement quand ils votent, mais après, ils sont rien. Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Il dit l'individu est un esclave, il n'est rien. C'est quand même extrêmement fort. Et pour les libéraux, nous ne pouvons pas accepter ce genre de commentaires. D'ailleurs, Rousseau a inspiré partiellement Hegel, qui a inspiré Marx. Donc, dans le socialisme, il y a évidemment une base chez Rousseau, c'est clair. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est ça la liberté. Qu'on s'est prescrite, c'est-à-dire qu'on vote pour un gouvernement qui va implémenter certaines lois qu'on va obéir, et donc on est libre. C'est un petit peu tordu quand même, un petit peu tordu. Mais non, ça c'est Rousseau. Évidemment,
juste une parenthèse, je ne suis pas là pour dénigrer ces penseurs. Je suis là parce qu'ils ont fait des contributions aussi exceptionnelles, évidemment, parce que leurs œuvres sont très larges aussi. Je suis là uniquement pour mettre le doigt sur leur approche vis-à-vis de la liberté, la définition de la liberté, et pour montrer qu'il y a une espèce de contradiction ou des choses qui ne sont pas tout à fait claires chez ces penseurs. Alors, Hegel, c'est tout à fait autre chose, comme vous le savez. Donc, c'est la liberté vue comme autodétermination, c'est la dialectique du développement de l'individu par stage, évidemment par étape. C'est évidemment aussi dans un collectif, parce que l'individu doit évoluer dans un collectif, donc avec un État. C'est l'État moderne, c'est l'État qui s'étend, qui prend l'ampleur dans la société. Et en fait, Hegel, il est partout. Il parle de liberté concrète, qui serait donc une combinaison de la liberté, ce qu'il appelle, lui, la liberté citoyenne de l'individu en tant que bourgeois, donc suivant les coutumes, suivant la hiérarchie de la société, ne bousculant rien. Donc là, on retrouve peut-être un petit peu aussi Locke et Hobbes, dans l'importance de la coutume, parce que ça évite effectivement d'implémenter des lois complètement draconiennes si personne ne suit volontairement certaines coutumes. Ensuite, cette liberté concrète, elle est donc, selon Hegel, la combinaison de liberté citoyenne et liberté abstraite. Liberté abstraite, il appelle ça, la liberté abstraite, c'est quand le citoyen est politiquement actif. Donc là, on revient, il s'est inspiré de Rousseau, évidemment, c'est à nouveau l'implication dans la politique en tant que quelqu'un qui vote, électeur. Donc liberté absolue, la plus haute connaissance que la conscience a d'elle-même. Donc on n'est plus vraiment dans la philosophie politique, on est plus dans la métaphysique et dans la philosophie. Et ensuite, il définit aussi d'autres liberté active, liberté consciente, liberté universelle, liberté positive, liberté subjective. Donc, énormément de définitions de liberté chez Hegel. On arrive vers Constant. Donc, certains des éléments de Hegel se retrouvent, évidemment, on le voit chez Constant, donc, qui est peut-être le premier à vraiment clairement faire une distinction entre liberté politique, donc positive, et liberté personnelle, plus négative, donc liberté positive, liberté politique, on agit politiquement, donc son fameux discours de 1819 à l'Assemblée nationale, où il parlait justement de cette liberté politique que les anciens avaient. Ils n'étaient pas libres personnellement parce qu'il y avait constamment des intrusions dans leur vie personnelle. Par contre, ils avaient une liberté, je parle des citoyens évidemment, ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants, mais les citoyens d'Athènes, donc liberté de participer au processus politique, donc démocratie sous Périclès. Et donc, je ne vais pas parler spécifiquement de Tocqueville, mais Tocqueville reprend et avertit de cette perte de liberté personnelle, ou disons plutôt de cette importance de la liberté personnelle dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'on met tellement d'importance, et on le voit dans notre société actuelle. Nous sommes aujourd'hui dans une société où la conscience politique, disons, est très très faible en réalité. En France, bon, je suis suédois, je connais un peu d'autres pays, je dois dire que la France est quand même un des pays avec la plus forte conscience politique. Par rapport à d'autres pays, c'est bien plus grave. Il n'y a vraiment aucune conscience politique, il y a une espèce disons de confiance envers les autorités, qui est pratiquement naïf et enfantin parfois. C'est hallucinant. Parmi des personnes qui sont très bien éduquées, formées, qui ont des professions, qui font des carrières, mais néanmoins, dans le domaine de la politique, une naïveté qui est surprenante. Donc ça, c'est la critique de Tocqueville, effectivement, que on est tellement focalisé sur la liberté personnelle. On pense qu'on est libre en France. Donc ça va faire peut-être référence aussi à ce que tu vas dire, Patrick, dans ton intervention. Et donc, ceci est au détriment de la liberté politique.
donc, c'est à limiter la participation des citoyens dans le processus politique. C'est un problème de démocratie que nous voyons aujourd'hui, le manque de participation, le fait que nous avons tellement de partis qui ont pratiquement les mêmes programmes. D'un point de vue libéral comme nous, ils ont pratiquement le même programme. Ça se ressemble. Et quelqu'un avait dit que le programme de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Elle a détesté ce commentaire, et lui aussi. Mais en fait, c'est pratiquement vrai. Voilà, donc Marx, ça va être assez rapide, hein, évidemment. La liberté, il en parle très peu, Marx, hein, pour des raisons évidentes. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour lui, mais néanmoins, il mentionne à certains moments que la liberté du prolétaire, c'est effectivement la possibilité pour lui, de faire enfin ce qu'il veut quand il vit dans une société qui est libre de l'exploitation capitaliste. Donc il est quand même très focalisé sur la liberté positive, d'opportunité. Il faut que le prolétaire ait les opportunités, et pour cela, il faut donc faire table rase sur la société existante. Effectivement, la liberté négative, cette liberté bourgeoise dont parlaient les autres penseurs, elle doit être complètement détruite. Donc là, on voit vraiment une autre définition de la liberté. Bastiat. Donc Bastiat est intéressant. Il parle donc, on voit évidemment les racines chez les penseurs antérieurs, mais il est quand même beaucoup plus sceptique par rapport au gouvernement. Déjà, beaucoup plus sceptique. Et c'est ça la force de Bastiat, d'avoir eu ce scepticisme déjà en 1840, quand l'État ne pesait pas grand-chose. Je me rappelle, Bastiat critiquait, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur, parce qu'il disait que le ministère de l'Intérieur en France a une telle quantité de fonctionnaires, ils sont 1000 ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça montre aussi la force de Bastiat, parce qu'il a su voir des choses qui sont devenues tellement apparentes pour nous un siècle plus tard, et ça montre vraiment la grandeur de Bastiat. Donc Bastiat parle des tendances naturelles de l'humanité qui doivent être laissées intactes par les lois créées par l'homme. Il dit que donc la liberté n'est-elle pas la destruction de tout despotisme, même le despotisme légal. Donc on est vraiment dans un libéralisme extrêmement moderne chez Bastiat. Et ce qui m'a interloqué un petit peu, c'est quand il parle de liberté comme destruction. Donc c'est presque comme s'il parlait de la liberté comme un processus, parce que la destruction c'est un processus, plutôt qu'un état. Et ça c'est assez intéressant. Aussi, puisque une partie des efforts que nous devons faire en tant que libéraux, c'est ne pas constamment penser à l'état final de cette société qui est libre, mais plutôt aussi, c'est très important de se focaliser sur l'action politique, c'est-à-dire quel est le processus pour y arriver. C'est ça qui est aussi extrêmement important et qui est un petit peu aussi fait partie de cette déclaration de Bastiat. C'est-à-dire que quand on est en train... La liberté, c'est aussi détruire ce despotisme légal. Ça fait partie d'une augmentation de liberté. Ensuite, Mill, je le cite parce qu'il est très important dans, évidemment, la philosophie politique anglo-saxonne. Et il a évidemment eu des contributions extrêmement importantes en ce qui concerne la puissance de l'opinion publique, la tyrannie, la majorité sur la minorité. C'est des éléments qui sont hyper importants aussi aujourd'hui quand on parle des réseaux sociaux et tous ces aspects-là. Donc c'est vraiment d'actualité. Mais en ce qui concerne la définition de la liberté, il avait différentes visions de la liberté. Donc liberté de pensée et de discussion, c'était une liberté. Liberté d'action, et c'est une autre liberté. Et liberté morale, c'est une troisième liberté. Donc je pense que pour nous, libéraux, ce n'est pas forcément adéquat de séparer et de séparer en temps de liberté. Mais en tout cas, c'était donc l'idée de Mill. Et donc, il y a un concept qui est intéressant parce que c'est aussi bien une liberté positive que négative. Il parle de la liberté étant de donner à l'homme, de cadrer le plan de notre vie en fonction de notre propre caractère, de faire ce que nous voulons. Donc c'est un peu aussi l'éducation, c'est la grotte de Platon, c'est-à-dire on devient plus libre, on sort de la grotte lorsque on reçoit, disons, la connaissance.
Et donc, évidemment, on s'éloigne aussi un petit peu de ce qui est philosophie politique, même si ce sont des concepts extrêmement intéressants. Ensuite, on arrive vers les penseurs qui ont vécu assez récemment. Donc Hayek, il parle donc de liberté négative uniquement. Donc là, on est vraiment dans la liberté négative, c'est-à-dire liberté contre des contraintes externes. Par contre, il parle donc de coercition. Il parle de coercition d'une manière assez générale, même étonnamment générale, je veux dire. Parce que, en fait, pour Hayek, quand on lit, par exemple, la Conception de la liberté, il y a, c'est même pas une impression, c'est clairement indiqué que l'homme est contraint, même quand il rentre en contact avec d'autres personnes. Donc, effectivement, c'est vrai. Donc, il y a cette contrainte sociale dont je vais parler à l'instant. Mais est-ce que c'est pertinent dans la science politique, dans l'action politique, dans la philosophie politique, est-ce qu'il est pertinent de faire l'amalgame ou de mélanger cette contrainte qui vient juste de la vie en société, de la vie avec les autres? Je ne peux pas mettre mon pied sur le pied de l'autre parce qu'il y aura des réactions, quoi. C'est des contraintes tout à fait sociales que tout le monde comprend. Mais Hayek ne fait pas vraiment de distinction entre la coercition qui peut venir des autorités et la coercition qui vient de la vie en société. Donc ça veut dire que pour Hayek, il n'est jamais possible d'être libre. La liberté ne peut exister même théoriquement. Et là, je pense qu'il y a quand même un petit problème, parce que comment est-ce qu'il est possible de justifier la définition de la liberté si elle ne peut jamais être atteinte? Même théoriquement, elle ne peut jamais être atteinte, parce que nous vivons en société. Donc je pense qu'un principe important, c'est d'avoir un principe de liberté, une définition de la liberté qui ne soit pas, disons, qui puisse être atteinte dans certaines conditions, même si c'est difficile, mais qui puisse être atteinte, et ne pas avoir une définition de la liberté qui ne peut jamais être atteinte, dans le cas de Hayek, ou, au contraire, une définition de la liberté qui est toujours atteinte. Parce qu'il y a des définitions de liberté qui disent que nous sommes tous libres à l'intérieur de notre âme. Voilà, donc personne ne peut nous contraindre à l'intérieur de nos pensées, donc nous sommes toujours libres. Tout ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, n'apporte pas énormément d'un point de vue de la philosophie politique. Ça peut apporter, évidemment, dans le cas de la psychologie, c'est très intéressant, mais pas quand on discute de politique. Donc ensuite, on arrive à Rothbard. Je n'ai pas mentionné Mises, parce que pour moi, Mises est très similaire à Bastiat. Mais Rothbard, il va un peu plus loin, donc ça rejoint la communication ou la conversation que nous avons eue hier, après le dîner. Donc la liberté est l'absence d'atteinte physique à la personne et au bien d'un individu, avec une définition large de ses justes droits de propriété. Et en fait, Rothbard inclut ici, quand il parle de juste droit, il inclut quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire le concept de correction d'appropriation injuste. Donc je suis peut-être propriétaire d'un bien, mais est-ce que cette propriété est juste ? Peut-être légalement, aujourd'hui, elle est juste, elle est acceptée par la société, mais peut-être qu'il y a des personnes qui disent, et ça s'est passé déjà à de nombreuses reprises, des personnes qui disent non, cette terre ou cette propriété est à moi, je peux le prouver, etc. Donc il faut avoir la possibilité de remonter dans le temps pour identifier quel est le propriétaire véritable ou juste d'une certaine propriété. Mais évidemment, il faut pouvoir aussi le démontrer. Donc, à un moment donné, on ne peut pas remonter 2000 ans en arrière, parce que s'il n'y a pas de documents, s'il n'y a pas de témoignages, voilà. Donc, il y a une limite à cela, mais c'est un élément à prendre en compte qui est important. Donc, il dit la liberté, c'est aucune possibilité légale d'agression coercitive contre la personne ou les biens d'un individu. Et ici aussi, je dirais que même chez Rothbard, il y a un petit peu de... Moi-même, j'ai été interloqué par cela, parce que, effectivement, quand on dit aucune possibilité légale, effectivement, ça implique donc qu'il y a la partie défense qu'il faut prendre en compte,
Et que se passe-t-il dans le cas où, disons, voilà, certains crimes sont commis, mais je pense que le mot légal est ici très important. Voilà, donc je pense que c'était la liste des différents penseurs. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais est-ce que quelqu'un reconnaît ici? Donc c'est Robinson et Vendredi. Donc pourquoi je prends cette image? Parce que j'aimerais juste prendre un petit exemple. Si on prend donc Robinson et Vendredi, donc Robinson qui vient de la société civilisée anglaise, Vendredi qui est disons un indigène. Imaginons qu'ils vivent dans deux parties séparées de l'île, ne se rencontrent pas pour l'instant. Donc, dans ce cas, pour Rousseau, Crusoe n'est pas libre puisqu'il c'est un homme civilisé qui a été empêché de vivre dans la société moderne. Mais Vendredi est libre parce qu'il est dans un état de nature épargné par l'éducation. Pour Hegel et pour Marx, aucun des deux hommes n'est libre parce qu'aucun ne vit dans des conditions sociales et matérielles requises pour la liberté. Pour Constant et Hayek, Crusoe et Vendredi sont tous les deux libres parce qu'ils ne sont pas en contact l'un avec l'autre. C'est l'aspect de contrainte sociale. Et qu'ils ne sont pas donc soumis à aucune loi faite par l'homme. Donc ils sont tous les deux complètement libres pour ces deux-là. Pour Mill, Crusoe est libre parce que son éducation lui donne la possibilité d'apprendre de son entourage. C'est justement cette allégorie de la grotte. Et Vendredi est également libre parce qu'il n'est pas contraint par aucune loi, et ce qui est aussi un élément important de la philosophie de Mill. Donc pour Bastiat et Rothbard, les deux hommes sont libres parce qu'ils ne vivent sous aucune autorité étatique. Alors, quand Crusoe et Vendredi entrent en contact les uns avec les autres et échangent, alors, pour Constant et Hayek, aucun des deux hommes ne serait plus libre, parce qu'ils sont en relation sociale les uns avec les autres, donc il y a des choses à prendre en compte. Voilà, parce que l'un pourrait contraindre l'autre. Mais pour Bastiat et pour Rothbard, les deux hommes restent encore libres, parce qu'ils sont en train d'échanger librement, sans aucune spoliation légale, comme dirait Bastiat. Donc on voit bien, même si c'est une caricature, on voit bien ici qu'il y a des définitions qui mènent à des conclusions complètement différentes. Dans certains cas, un est libre, l'autre n'est pas. Dans un autre cas, les deux sont libres. Dans un autre cas, aucun des deux est libre. Donc évidemment, il y a un vrai problème de définition de la liberté. Et donc, je pense que c'est quand même très, très important pour nous, libéraux, d'essayer de faire un peu d'ordre, de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc Camus a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et ça, je pense que c'est encore plus d'actualité si on ne comprend pas ce que c'est que la liberté, ou si on définit la liberté d'une mauvaise manière. Et on sait que la liberté, c'est aussi un de ces mots, comme par exemple démocratie ou justice, qui peuvent être interprétés, qui sont définis de beaucoup de différentes manières. Et évidemment, nous avons la République démocratique de la Corée du Nord, c'était très démocratique, voilà. Et même la démocratie française, si vous pensez à la Ve République, etc. Donc, même chose pour la liberté, comme je pense avoir montré. Donc, comment mettre de l'ordre là-dedans? Donc, une proposition serait restreindre la définition de la liberté. Et en fait, donner d'autres termes pour certains concepts. On n'a pas besoin d'appeler tous ces concepts liberté. On peut utiliser d'autres termes, par exemple comme opportunité, pouvoir. Par exemple, la liberté positive peut être appelée aussi un certain pouvoir de faire quelque chose dans la vie. Voilà, donc il y a des méthodes, il y a des manières de définir autrement ces concepts. Donc la première chose, donc vous allez me dire après ce que vous en pensez, vous êtes d'accord ou pas, mais la première chose pour moi, c'est pas avoir de définition de la liberté multiple et contradictoire. Donc les penseurs qui ont des définitions multiples et contradictoires, et on en a vu certains ici, ne peuvent pas réellement être pris trop au sérieux au XXIe siècle. Effectivement,
ils viennent pas d'aujourd'hui, donc on peut comprendre aussi, puisque la science politique, la philosophie politique a beaucoup évolué et a beaucoup, oui, a beaucoup évolué, s'est enrichi, a beaucoup compris. Et comme disait Newton, si nous sommes capables ici d'avoir une certaine illumination, c'est parce que nous sommes debout sur les épaules de géants. C'est ça, les géants, ce sont justement les penseurs que j'ai mentionnés précédemment. Mais c'est juste que quand on vit il y a 200 ans, effectivement, on n'a pas tout à fait la même perception des choses. Le deuxième point, c'est, je pense que c'est important d'avoir une définition de la liberté qui soit au niveau de l'individu et pas au niveau du collectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'individu, l'être humain, est la plus petite unité de conscience. Donc effectivement, on peut parler de liberté du collectif, de la nation, et là on fait référence à beaucoup d'idéologies qui ne sont pas tellement agréables. Mais pour moi, je pense que il faut revenir à l'individu tout simplement parce que c'est l'individu lui-même qui peut agir, qui peut penser, qui prend des décisions, qui peut souffrir, etc. Et donc, évidemment, ce niveau de parler pas de liberté collective, cela élimine aussi d'autres penseurs, par exemple Hegel, que j'avais mentionné ici. Ensuite, je pense qu'il est important de se focaliser sur la liberté politique, c'est-à-dire externe et pas interne. Beaucoup de penseurs comme Mill, comme je vous ai mentionné, mais même ici à Berlin, que je n'ai pas mentionné ici, mais il est assez inspiré par Mill, ils ont réfléchi beaucoup, ils ont un petit peu mélangé l'aspect interne, la liberté interne que nous pouvons sentir. Nous pouvons sentir une certaine liberté interne quand nous sommes dans une société soviétique, le jeune poète ou l'idéaliste qui est dans ses propres pensées peut se sentir complètement libre, même quand il vit en Union soviétique. Disons, la personne qui a des difficultés psychologiques majeures, il peut se sentir complètement, non libre, opprimé, alors qu'il vit dans la société la plus libre possible. Donc, je pense qu'il faut faire abstraction de cette partie de liberté interne. Ce n'est pas une liberté. On est dans le domaine de la psychologie et vraiment se focaliser sur la partie externe. Donc, ça veut dire politique dans le sens large. Mais donc ça veut dire effectivement des contraintes négatives et pas des contraintes positives. Et donc là, on voit que Mill, il n'est pas tout à fait clair là-dessus parce qu'il implique aussi des éléments positifs. Ensuite, donc, quand on parle de contraintes, effectivement, il y a différents types de contraintes externes. Donc il y a des contraintes en trois catégories. Donc contraintes physiques, contraintes sociales, contraintes politiques. Les contraintes physiques, les contraintes sociales sont des contraintes naturelles. Elles ont toujours existé. Elles ont existé avant le développement de l'État moderne, avant le développement d'une société de lois. Donc on peut appeler ces contraintes sont naturelles parce qu'elles font partie d'être homme. Parce que homme est un animal, de société, il ne peut pas vivre seul. Donc il y a ces contraintes qui existent. Et donc pour moi, je pense qu'il faut se focaliser sur les contraintes politiques, c'est-à-dire les contraintes qui sont artificielles. Et là, quand je dis politique, je ne parle pas du secteur privé, parce que quand on parle de politique, on peut aussi parler de la politique interne dans une société, dans une entreprise. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il faut faire cette distinction-là, parce qu'on n'est jamais... ce sont des individus qui travaillent dans une société privée, donc on n'est jamais contraint complètement de rester dans ce cadre-là. Il y a toujours la possibilité de quitter ce cadre-là. Le contrat qu'on signe avec un employeur est toujours un contrat fait avec la volonté personnelle de la personne. Donc j'exclus cette partie quand on parle de politique d'entreprise, par exemple. Je parle plutôt donc de la politique au sens grec, donc politeia.
la société, mais donc évidemment l'État. Et c'est là où on voit que les institutions et la partie politique, et donc les contraintes politiques, sont des contraintes artificielles. Donc, moi, je proposerais, avec cette discussion, je proposerais une définition qui est donc effectivement une définition plus libertarienne, mais j'espère avoir inclus, ou exclu plutôt, différentes définitions qui n'ont pas, pour moi, réellement lieu d'être s'il faut se focaliser sur la philosophie politique. Donc, l'État ne peut exister sans violation agressive, par opposition à défensive des droits de propriété privée. Donc, il y a un monopole sur la sécurité et les services judiciaires. Donc, qu'est-ce que ça fait? Cela fait effectivement que ça empêche injustement des acteurs privés potentiels d'agir en concurrence sur le marché de la sécurité dans le domaine juridique. Il y a un énorme potentiel marché qui n'existe pas uniquement pour des contraintes politiques à cause de ce monopole, qui est évidemment complètement injuste. Vous avez énormément de sociétés de sécurité, comme Securitas, la plus grande, c'est suédoise d'ailleurs, la plus grande société de sécurité dans le monde. Donc, évidemment, l'État sous-traite une énorme partie de sa sécurité, non seulement en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Il y a des campus entiers qui sont, disons, qui ont leur propre police, qui ont leur propre sécurité, même leur propre loi dans les campus américains. Donc, il est faux de dire que c'est purement théorique, ça n'existe pas. Ça existe, c'est parmi nous, mais il faut le mentionner. Ensuite, donc, effectivement, qui dit service de monopole dit une baisse de la qualité, une hausse des prix, comme toujours. C'est une loi économique. Donc, quand il y a un seul acteur, eh bien là, le service va être dégradé. On le voit très bien dans les services de police dans ce pays. C'est parfois une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Et la focalisation se fait beaucoup sur des crimes contre l'État, de ne pas payer l'impôt, etc., plutôt que des crimes vers la personne. Donc les statistiques sont totalement inacceptables. Une société privée qui montrerait des statistiques, comme le fait la police en France, par exemple, serait complètement exclue du marché. Ce n'est pas possible de maintenir des clients dans une telle situation. Pas possible. Donc, ça, c'est quand même pour mettre un peu en perspective cet aspect de monopole. Mais effectivement, l'État moderne, et c'est beaucoup plus que ça, c'est une enfreinte, une violation de la propriété privée de mille et une manières, comme nous le savons tous. Donc, la proposition que j'ai, c'est la liberté politique se définit donc comme l'absence de l'État. Ça veut dire qu'effectivement, dans nos sociétés, nous n'avons pas de liberté. Mais ça veut dire aussi qu'à chaque fois que nous réduisons le pouvoir de l'État, à travers des réformes de l'État, à travers des nouveaux partis qui... Par exemple, il y a une élection en Argentine là, dans un mois, une personne qui est très libérale, qui veut vraiment transformer finalement la société argentine, c'est dans un mois. Hein. Donc, ça va être, je ne sais pas s'il va gagner, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Donc, à chaque fois qu'on réduit le pouvoir de l'État, on augmente la liberté et vice-versa. Donc il y a vraiment pour moi une relation directe entre, une corrélation inverse hein, entre taille de l'État et liberté politique. Voilà. Donc, et le dernier point que je voulais dire, c'est que pour moi, ce ne devrait pas être une définition uniquement pour les libertariens, ce ne devrait pas être une définition uniquement pour les libéraux, ça devrait être une définition qui pourrait être acceptable pour tout le monde, même des socialistes. Les socialistes pourraient très bien dire, oui, je ne veux pas de liberté. Je veux un État, je ne veux pas de liberté. Par contre, je veux de l'opportunité, je veux du pouvoir pour mes citoyens, etc. Donc, il faut essayer de penser que cette définition de liberté peut être adoptée par différentes idéologies politiques. Évidemment, si c'était le cas, cela faciliterait énormément les discussions que nous pouvons avoir avec nos rivaux idéologiques. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire. Donc, merci pour votre attention.